Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir, nous, dans l'Association marocaine de la citoyenneté et du partenariat, d'animer son premier séminaire, son premier webinaire, sa première conférence. Nous avons choisi comme titre l'engagement social et sanitaire de la société marocaine à l'ère de la pandémie de Covid-19. Alors, mesdames et messieurs, chère audience, personne ne peut contester que cette année 2020, c'est une année exceptionnelle dans toutes les mesures, et plus particulièrement avec l'apparition de cette pandémie qu'on a appelée la Covid-19. Cette pandémie, effectivement, qui a exigé en quelque sorte un engagement aussi bien social et sanitaire, et par conséquent, ces relais, en quelque sorte, ces dimensions sociales et sanitaires ont commencé à prendre la relève par rapport même à des orientations un peu économiques. Et c'est dans ce cadre que notre e-conférence. Alors, plusieurs axes de recherche vont essayer d'être traités tout au long de cette conférence. Je peux, par exemple, lister un certain nombre des axes. Le Maroc a pu vaincre ce pari. Tout le monde en parle, y compris la presse internationale. Côté sanitaire, est-ce qu'on a pu gérer cette pandémie, surtout dans le milieu industriel? Le budget alloué à cette pandémie est-il suffisant pour faire face à ce type de pandémie ou faut-il chercher d'autres alternatives? De l'autre côté, les autres parties prenantes, associations, sociétés civiles, entreprises, se sont engagées d'une manière un peu responsable. La pandémie Covid-19, peut-on la considérer, et peut-être ça, j'insiste beaucoup sur ce concept, peut-on la considérer comme étant une opportunité, peut-être qui nous a permis de revoir nos stratégies et nos priorités, les travailleurs sociaux, l'empowerment économique, la RSE, des chantiers peut-être à prioriser avec beaucoup d'audace et de courage. Alors, pour donner plus d'éclaircissement à ces axes de réflexion, j'aurai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir d'éminents experts, docteurs, responsables, des professeurs universités. Alors, je vais les citer. Madame Taoufik Bouchra, directrice de l'INAS, l'Institut national des actions sociales. Monsieur Bqali Abdelrahman, bien sûr, je vais présenter ça après, un professeur chirurgien cardiovasculaire. Monsieur Idrissi Najib, un professeur chirurgien. Monsieur Attouch, un professeur universitaire. Monsieur Belmati, le président de l'association et professeur-chercheur. Madame Rim Ben Abdeslam, professeur universitaire en France. Et monsieur Yassir Abou Abdillah, un grand docteur en finance et responsable de la CMR. Bien sûr, sans oublier le front office, c'est le professeur Samaki qui a bien sûr veillé pour la bonne conduite et la bonne réussite un petit peu de ce webinaire. Alors, si vous permettez, avant de commencer à traiter le socle, bien sûr, de notre intervention, on va commencer par un petit axe un peu préliminaire. Et puisqu'on a des grands professeurs, des docteurs, des grands professeurs, je commence par adresser la parole, si vous permettez, dans un premier temps à M. Bqali Abdelrahman. M. Bqali Abdelrahman, vous êtes chirurgien cardiovasculaire, vous êtes professeur de chirurgie cardiovasculaire, vous êtes diplômé des universités Mohamed V de Rabat, Joseph Fourier de Grenoble, Université de Bordeaux, Université de Marseille. Vous êtes PhD en sciences de la vie et de la santé et vous êtes secrétaire général de la Société marocaine de chirurgie vasculaire. Sil Bqali, ma première question, le Covid-19 mérite-t-il tout ce scandale et cette peur?
Oui. Tout le monde en parle. Alors, si vous permettez, M. Bkhari, est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu sur cette pandémie? Vous avez la parole à M. Bkhari. Merci, professeur Belfili, mesdames et messieurs, aimable audience. Alors, justement, parler de cette pandémie, c'est parler en fait de la virologie. Pardon, excusez-moi, je vais juste passer. Alors, je ne sais pas, est-ce que l'écran est bien partagé? Il est clair à M. Bkhari. Donc, je disais, parler de la pandémie, c'est parler en fait de la virologie. Moi, je vais juste résumer un peu, donner des informations, des généralités sur le virus. On va dire d'abord que, savoir que le coronavirus, c'était pour la première fois identifié en 1960. Donc, c'est un virus qui n'est pas récent, c'est un ancien virus. Donc après, on a découvert d'autres virus qui sont de la même famille, qui surviennent par des mutations, notamment le SARS-CoV. Donc SARS, ça veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, qui a émergé en 2002 en Chine et qui avait une mortalité proche de 10%. Heureusement, il a été maîtrisé en 2003. Et puis, on a eu l'émergence de MERS, c'est le Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus, qui est apparu en Arabie Saoudite en 2012. Alors, c'est quoi le Covid? D'abord, le Covid, on l'appelait d'abord le coronavirus. Pourquoi coronavirus? Eh bien, parce que sa membrane, sa coque, il est en forme de, il y a des couronnes, comme des couronnes. Et puis, on l'a appelé 2019 nCoV. Donc, en fin février, donc l'OMS, pour ne pas donner une stigmatisation, de relayer en fait le virus à un pays, donc ils ont donné le nom de Covid-19 ou SARS-CoV-2. Donc, CO, ça signifie corona, VI, c'est virus, et D, c'est disease, ça veut dire maladie, et le chiffre 12 indique l'année d'apparition. Alors, le Covid ressemble beaucoup au SARS. Il est d'origine animale, il est responsable d'infections pulmonaires, des voies respiratoires, à des différences près. Donc, le Covid, c'est un virus qui est très contagieux, qui est contagieux dès le début des symptômes, voire même en l'absence de symptômes. Donc, le malade, en fait, il peut être porteur de Covid sans être symptomatique et va distribuer, en fait, ce virus aux entourages. Par contre, le SARS, c'est un virus qui est très sévère. Ça donne des symptômes dès le premier jour et de ce fait, il se propage moins. Donc, en fait, le danger de Covid, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques qui sont en train de transmettre sans qu'on se rende compte. Alors que le SARS, c'est dès le premier jour, le malade tombe dans une détresse respiratoire, on arrive à l'isoler, donc on arrive à diminuer en fait la transmission de ce virus. Alors, c'est quoi un virus? Le virus, contrairement à ce que croient les gens, ce n'est pas un être vivant. Hein. Le virus, c'est un agent infectieux qui n'a pas de métabolisme. Il n'a pas son propre appareil pour fabriquer les protéines. Donc, le virus, il a toujours besoin d'un autre, une cellule. Il va rentrer dans une cellule et puis il va déveiller son appareil de synthèse de protéines pour se multiplier et après diffuser d'autres cellules. Paradoxalement, ou ce qui est étonnamment, que ce virus, son diamètre, ça ne dépasse pas quelques nanomètres. Et son poids, c'est une dizaine de femtogrammes. Ça veut dire 10 à la puissance 15 grammes. Avec ce petit poids, donc on se rend compte le danger de ce virus. Alors, moi, hier, j'ai pris, malheureusement, je n'ai pas pu réactualiser les données du Covid sur le monde. Je suppose qu'aujourd'hui, on est à 12 millions de patients infectés à travers le monde. Et si on fait un simple calcul, donc si on suppose que le virus il a, je ne sais pas, 10 femtogrammes, donc le poids total du virus à travers le monde, qui a infecté le monde entier, ça ne dépasse pas 1 gramme. Vous vous rendez compte, c'est un arme qui dépasse l'arme chimique, biologique, nucléaire. Donc c'est une pathologie qui est très féroce et qui dépasse même les armes nucléaires. Alors, pouvoir pathogène du virus, donc le virus, ou ce qu'on appelle la virulence, c'est-à-dire l'agressivité du virus, donc ça dépend en fait du terrain, ça dépend du patient. Si un patient, par exemple, il a de l'hypertension, s'il est asthmatique,
c'est un diabète, c'est des hypertendus, des patients qui ont des TARC, qui ont des maladies, sur ces patients, les virus deviennent très pathogènes. Aussi, ce qu'on appelle la mutation. Donc, la mutation, je reviens juste en arrière, pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière pour dire que le virus est nouveau. Et puis, il a un appareil ici génétique. Cet appareil, on va dire, c'est un logiciel. C'est le logiciel qui va, comment dirais-je, qui va dicter son comportement. Donc, la mutation, en fait, c'est quoi? C'est une modification de ce logiciel. Donc, au lieu d'avoir une membrane d'une telle architecture, elle va changer. Donc, c'est ça, en fait, le danger de ce virus. C'est-à-dire qu'il se mute rapidement. Donc, chaque fois, il change de structure membranaire, il devient de plus en plus agressif. Et puis, le troisième facteur de pathogénicité ou de virulence, c'est ce qu'on appelle l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de virus qui rentrent dans le corps humain. Si quelqu'un, par exemple, attrape un virus, ce n'est pas comme quelqu'un qui va attraper, je ne sais pas, 2 millions ou, ou quelques milliers. Donc, en fonction du nombre de virus qui sont rentrés dans le corps, la virulence peut être majorée. Alors, le Covid au Maroc, donc il y a une petite partie qui vient d'apparaître dans lequel il y a le professeur Idrissi et moi-même. C'est un article qui vient de paraître dans un journal indexé. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que l'entrée en fait, de ce virus, on avait 4 entrées. Donc, on avait 10 souches qui sont rentrées de l'Italie, 7 souches qui sont rentrées de France, une souche d'Espagne et une souche de Portugal. Heureusement que le virus, lorsqu'on l'a étudié, on a étudié la mutation, on a trouvé que la partie dans son génome, dans son logiciel, la partie qui est responsable de l'agressivité et de la virulence, elle s'est mutée. De ce fait, il est devenu au Maroc, heureusement, Dieu merci, moins virulent que dans d'autres pays. Alors, au Maroc, on a adopté très tôt le protocole d'hydroxychloroquine, malgré qu'il est controversé, mais l'essentiel, c'est qu'on a des bons résultats. Donc, en fin de compte, on va dire qu'il y a beaucoup d'inconnus sur ce virus. La possibilité de vaccin reste à discuter parce qu'on a un virus qui change rapidement et que le traitement actuellement, c'est symptomatique, et que le meilleur traitement préventif, c'est l'hygiène et la distanciation. Alors, je réponds à votre question, est-ce qu'il faut avoir peur? Eh bien, c'est la peur, c'est le seul sentiment instinctif qui permet d'éviter le danger. Donc, il faut qu'on ait peur pour qu'on puisse éviter le danger et je vous remercie. Merci, M. Bkali. Alors, merci, M. Bkali. Et franchement, au nom de tous les citoyens, parce que quand même, j'ai oublié de dire ça, au nom de tous les citoyens marocains, et franchement, on voudrait remercier le corps sanitaire, effectivement. Moi, je pense que vous avez beaucoup sacrifié pour que notre vie soit du bon et du forme. Donc, on vous remercie énormément. Alors, toujours par rapport à ce chapitre préliminaire, j'adresse la parole maintenant à Sinajib. Sinajib Idrissi, vous êtes professeur en traumatologie orthopédie à l'université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca. Vous êtes chirurgien à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa Ibn Zayed et vous êtes le vice-président de notre association, l'association marocaine de la citoyenneté et du partenariat. Bien sûr, M. Bkali, elle vient de mettre un peu le sceau sur un article que vous avez publié. Donc, alhamdoulilah, la recherche scientifique, elle est toujours là. Vous êtes des chirurgiens, certes, mais vous êtes toujours doté d'un sentiment extraordinaire par rapport à la recherche. Ce qui est bien, peut-être, si mes propos sont bons, c'est que c'est un article peut-être qui a été présenté au pouvoir public marocain, je pense, à ces Idrissien, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous estimez, qu'est-ce que vous prévoyez, d'accord? Surtout, c'est bien la recherche, mais après la recherche, vous voulez quand même le présenter aux autorités compétentes. Donc, qu'est-ce que vous attendez normalement? Donc, merci beaucoup pour tout le monde. Donc, permettez-moi d'abord pour vous souhaiter, Inch'Allah, Inch'Allah, salama avec ce Covid.
Pour revenir aux chiffres, donc aujourd'hui, le monde entier, c'est 12 68 000 cas, avec les guérisons 6 600 000. Ouais. Donc, vous pensez que la moitié des personnes qui sont toujours infectées le monde avec le risque de contamination. Donc, au Maroc, aujourd'hui, on a presque, ce soir, on va clôturer 15 000 cas. Donc, on est à 14 771 depuis 7 heures, avec 11 316 guérisons. Et le taux de mortalité donc, avoisine à peu près 2,5% à 2%. C'est 242 cas. Donc, si on prend ce chiffre, c'est presque la moitié des Marocains qui sont morts à l'étranger. Donc, les Marocains qui résident à l'étranger, la mortalité dépasse 400 cas, alors qu'au Maroc, c'est 242 cas. Ça nous pousse à penser à autre chose. Est-ce que c'est le facteur génétique? Est-ce que c'est le facteur environnement? Est-ce que c'est le facteur alimentaire? Donc, on a remarqué que le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, ils ont un taux de mortalité le plus élevé en Afrique, parce que les Africains, ils ont un chiffre trop bas, très très bas par rapport au nord de l'Afrique. Peut-être parce qu'on est en train de s'occidentaliser, à changer notre régime alimentaire, qui va se retentir bien sûr sur notre génome, qui va le fragiliser dans le sens où on devient susceptible à faire des complications. Donc, pour parler du Covid, donc le Covid, c'est un petit virus. Sa capacité de transmission d'un individu à un autre, c'est elle qui conditionne ce qu'on appelle R0, donc le pouvoir de contamination. Ce virus, il a un pouvoir très rapide, donc, mais une phase de quiescence ou de latence qui avoisine les 14 jours. C'est pour cela qu'on peut avoir des personnes contaminées qui circulent dans le monde sans savoir combien de personnes ils ont contaminées. Donc, c'est pour cela, donc, il est plus dangereux par rapport aux autres, c'est la rapidité de diffusion dans le monde. Donc, si on prend par exemple le MERS, qui était en 2012, le nombre de cas déclarés dans le monde, c'était à peu près 9000 cas, avec un taux de mortalité qui avoisine 10%, 780 cas de mortalité, alors que ce virus, on est arrivé dans le monde à peu près 550 000 décès dans le monde. Alhamdoulilah, au Maroc, on est toujours à 242 aujourd'hui. Les formes graves, ils sont au niveau des hôpitaux, ils sont vraiment, vraiment minimes. Et ce n'est pas généralement le virus qui tue, c'est généralement les complications qu'il entraîne. Parce que normalement, si on voit, je peux lancer une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne le virus si on le prend, par exemple, la contamination par voie respiratoire généralement. Donc, c'est une contamination qu'on peut avoir soit dans la rue. Donc, c'est ça le virus que vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Oui. D'accord. D'accord. Donc, le virus, il entre dans votre corps. Ça, c'est les cils au niveau des poumons. Donc, ça, au niveau cellulaire, il va contaminer les cellules. C'est ça la couronne que le professeur Boukhali a parlé, donc avec le matériel génétique à l'intérieur. Ça, c'est la membrane en orange avec l'enveloppe qui est coiffée avec les protéines spike. C'est ça qui permet la reconnaissance de virus par rapport à la cellule pour rentrer dedans. Et c'est ça qui est dans son pouvoir mutagène. Donc, c'est une gouttelette qui est pleine de virus qui va se transmettre à une autre personne qui va rentrer dans les voies respiratoires elle va chercher des récepteurs sur lesquels elle va se fixer, elle va entrer dans la cellule pour utiliser le matériel génétique de la cellule pour produire. Donc, c'est pour cela que le professeur Boukhali a dit que ce n'est pas un être vivant, mais c'est un pirate. C'est un virus qui utilise la cellule hôte pour se multiplier et former plusieurs virus. Après, ils vont sortir. Vous voyez là, le virus est en train de sortir de la cellule. Il va contaminer d'autres cellules. Et ces cellules, ces virus, ils vont contaminer bien sûr la trachée, les bronches, les bronchioles. Et comme vous savez très bien, ça les alvéoles. La respiration, elle change. On envoie le sang rouge et on récupère le sang bleu. Donc, les change dans les deux sens pour oxygéner les tissus. Malheureusement, les capillaires que vous voyez là, ils seront touchés par l'inflammation et l'infection. Vous voyez que l'infection se propage, c'est en jaune. Et ça donne une thrombose aussi au niveau des vaisseaux des alvéoles qui va limiter des échanges. Normalement, des cellules,
de défense immunitaire qui doivent capter le virus pour le tuer. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de virus, donc les cellules immunitaires ils sont dépassées. Donc tout ça, ça donne une pneumopathie, c'est ça ce que vous voyez là. Donc ça peut donner une toux, de la fièvre, confusion, fatigue, avec des problèmes respiratoires qui nécessitent même une intubation, donc un séjour en réanimation. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas de critères de gravité par rapport. On ne peut pas savoir si un patient va s'aggraver. C'est pour cela on s'est lancé sur les domaines de recherche pour chercher quels sont les facteurs d'aggravation. Donc, je pense que le Covid, c'est une opportunité pour le Maroc et pour les chercheurs marocains pour lancer les domaines de recherche relatifs à plusieurs domaines, en économie, en médecine, en virologie. Donc, le Covid a permis aux décideurs politiques de prendre conscience de l'importance qu'on soit autonome au Maroc. Pourquoi? Parce que le jour où on a fermé les frontières, on n'a pas pu trouver où se procurer beaucoup de produits chimiques pour le dépistage du virus. Et aussi, on était très performant dans la fabrication des masques parce qu'on avait un secteur textile très développé. Donc, je pense que le Covid, c'est une opportunité. Alhamdoulilah, on n'a pas beaucoup de décès, alhamdoulilah, au Maroc. Mais quand même, je pense qu'il faut se préparer pour le post-Covid parce que probablement, on aura une deuxième vague au mois d'octobre, probablement, parce que le Brésil, ils ont beaucoup de cas de mort, parce que c'est la saison de l'hiver, alors que nous, on a commencé le confinement au début du printemps, et ça coïncide avec la fin de la saison de la grippe. Je pense que ce virus va devenir comme un virus standard de la grippe, donc, mais avec un pouvoir de transmission rapide, et si on est limité par rapport aux moyens, je parle des infrastructures qui peuvent accueillir les patients, qui sont compliquées, donc on risque d'être submergé ou dépassé par le nombre de cas. C'est pour cela qu'il faut élargir le nombre de cas, de places et de réanimation de lits, donc il faut avoir un équipement, il faut avoir le personnel suffisant pour prendre en charge ces patients. C'est pas facile, comme vous voyez, même l'Europe, il y avait une crise, donc où il y avait une chute rapide et brusque et totale du système de santé, que ce soit en Espagne, en Italie, qu'on considérait avant, c'est des systèmes qui sont forts parce qu'ils avaient les moyens. Alors quand on est pour le Maroc, on n'a pas beaucoup de moyens, malheureusement, mais c'est surtout la rationalisation de peu de moyens qu'on a sous la main, on a pu gérer un petit peu, mais alhamdoulilah, comme a dit le professeur Bkhalé, il y avait une petite mutation sur la partie spike du virus qui a permis de réduire la virulence et donc le taux de létalité et de mortalité au Maroc. Donc pour revenir, ça c'était un petit travail qu'on a fait avec le professeur Razal, donc, qui est un enseignant-chercheur à CNRST. Donc je tiens à le féliciter, à le remercier, donc, et aussi l'équipe. Donc, j'espère que j'ai un petit peu répondu. Donc, et je reviens vers vous après pour plus de précision, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, professeur Idrissi. Effectivement, il faut considérer, avec tout le mal qu'on a, il faut considérer cette pandémie comme étant une opportunité. Et je pense que c'est dans ce cadre que s'inscrit notre webinaire. Alors, maintenant, on rentre plus un peu dans le vif du sujet. Juste pour vous préciser qu'on va essayer quand même de partager notre webinaire en deux grands axes. Le premier axe, on va essayer quand même de mettre l'accent sur un état de lieu, sur la contribution de chaque acteur dans la résolution et dans la gestion de cette pandémie. Et dans un deuxième axe, peut-être des propositions, des solutions, des perspectives. Bien sûr, peut-être parce que ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas uniquement la pandémie, mais peut-être il faut se préparer, il faut être réactif, mais surtout proactif pour gérer peut-être des crises dans l'avenir. Je commence par les acteurs. Et là, j'adresse la parole à madame la directrice